Bonjour à tous aussi, moi je suis Célia Christia et je suis psychologue clinicienne et doctorante en thèse, en deuxième année de thèse. Voilà, je voulais remercier l'Espace Éthique, la plateforme Reza et puis Armand de son invitation pour que je puisse vous parler un petit peu des diverses questions éthiques que j'ai rencontrées au cours de mon projet de thèse et de sa préparation. Et puis alors, j'ai pas eu de consigne concernant la préparation de cette petite communication, donc voilà, j'ai choisi de faire au gré de ce qui me semblait être intéressant. Du coup, je vais pas réellement vous présenter à proprement parler mon projet de recherche comme ça a pu être fait au cours de la journée, mais j'ai essayé de tirer dans le cours de mon expérience, ma petite expérience de recherche, quelles avaient été les différentes problématiques éthiques que j'avais rencontrées et quelles étaient les questions auxquelles j'avais eu cœur de m'arrêter un petit peu pour construire ma recherche. Donc, je reviendrai ensuite sur l'intitulé de ma thèse. Du coup, je le renomme pas là. Voilà. Bon, peut-être pour introduire, voilà, c'est juste pour que vous... Bon, voilà, parce qu'il y a plusieurs projets de thèse qui se construisent. Il y a des projets de thèse qui sont résolument universitaires avec des étudiants qui commencent des recherches immédiatement après leur parcours de Master 2. Et puis aujourd'hui, c'est rendu possible par l'enseignement supérieur, c'est-à-dire on peut se lancer dans un projet doctoral, même après des années de pratique. Alors moi, j'ai pas des années de pratique. En tout cas, si vous avez envie de faire un projet doctoral, vous pouvez présenter un projet aujourd'hui. Et donc moi, voilà, j'ai eu quand même l'occasion d'avoir une petite pratique clinique avant de commencer mon projet de thèse. Et donc c'est vraiment une articulation entre les investissements universitaires que j'ai eus pendant mon parcours professionnel et l'investissement clinique. Donc d'une part, j'ai été psychologue en équipe mobile de soins palliatifs. J'ai aussi travaillé dans un service de cardiologie au sein d'une recherche psychologie et cardiologie. Et puis parallèlement à ces années-là d'expérience professionnelle, j'ai réalisé un Master 2 en recherche de psychologie parce que j'avais jamais fait de recherche, donc voilà, ça me paraissait important d'avoir quelques bases. Et pour mon travail en soins palliatifs, j'ai aussi réalisé un DU d'éthique en philosophie pour le soin, qui a été assez fondateur pour mon projet de recherche. Voilà, j'ai mis un ouvrage à plusieurs niveaux, la thèse. C'est vrai que c'est un investissement qui demande du temps et peut-être même qui demande du temps en amont dans la pensée qu'on peut en avoir et dans la construction au préalable. Pour moi, voilà, ça a été, j'ai mis une maturation décisive parce que initialement, le projet de thèse que j'avais porté, c'était un projet de thèse qui portait sur mon investissement en cardiologie. Donc voilà, j'avais quasiment finalisé mon projet de thèse à soutenir et puis est arrivé le DU d'éthique et là, branle-bas de combat, j'avais d'autres aspirations. Vraiment, quelqu'un a parlé de curiosité intellectuelle à un moment donné, ça a été pour moi un moment assez important, un peu déstabilisant parce que la maison était un peu à l'envers pour moi, mais c'est vraiment une prise de conscience qu'il fallait que ce soit mon objet, mon projet personnel et qu'il fallait qu'il soit pensé pour autrui. Je dirais pas que c'était pas le cas dans mon premier projet, mais en tout cas, pour moi, ça avait bien plus de sens dans ce projet que je soutiens, enfin que je porte actuellement. Et donc tout ça, en termes de maturation, ça a été possible. J'ai mis la plateforme Reza avant la codirection, parce que quand même, elle a eu cet accompagnement au long cours, hein, sur plusieurs mois, voire années. Donc elle a accompagné ce changement de projet doctoral. Et puis du coup, ça a scellé aussi tous ces questionnements d'éthique qui sont venus émerger tout au long de mes préparatifs. Et donc une codirection, je le mettais sur la première diapositive, je
suis donc tutorée, enfin dirigée par un enseignant en psychologie et par le professeur Aubry. Donc vraiment, mon intention, c'était aussi de faire valoir une thèse qui puisse être ancrée dans plusieurs champs disciplinaires et qui puisse aider à faire se dialoguer des disciplines qui parfois, même s'il y a pas mal de recherches qui se font dans le champ de la psychologie et de la santé, qui ont quand même du mal à s'écouter finement, je vais dire. Voilà. Dans le bon sens. Voilà, je voulais faire un petit point aussi sur psychologie clinique et éthique, parce que c'est vrai que quand on parle d'éthique, c'est déjà complexe comme paquet. Rajouter la complexité de qu'est-ce que c'est que la psychologie clinique et donc tout le pan des processus psychiques inconscients, c'est un autre bon morceau de complexité, puisqu'en effet, voilà, il peut y avoir tout un tas de défenses qui sont opérées quand on parle de processus psychiques inconscients, et du coup, il est encore plus peut-être délicat de poser des questions sur deux sujets bien complexes. Donc notamment, voilà, je mettais les questions qui peuvent émerger, c'est comment on communique sur la parole d'un sujet. Par exemple, quand on a mené un entretien psychologique, comment on utilise cette parole-là. Est-ce qu'on est légitime en tant que soignant psychique d'en faire un produit de recherche scientifique? Comment on analyse les contenus latents des discours, c'est-à-dire quand des personnes participent à une recherche, alors là on n'est plus dans le cadre d'un soin, mais quand ils participent à une recherche et qu'ils nous disent des choses consciemment, comment nous on va pouvoir les analyser avec le prisme de ce qu'on dit consciemment n'est pas toujours ce qu'on pense inconsciemment. Et parfois, alors on a des techniques qui nous permettent de mettre à jour certains mécanismes de défense, certaines conflictualité interne propre au sujet ou propre à des groupes, à des ensembles collectifs. Or, mettre à jour ce genre de fonctionnement-là, c'est jamais très plaisant pour les personnes qui sont concernées. Enfin, en tout cas, c'est jamais facile à entendre. Et donc, ça pose tout un tas de questions sur comment est-ce qu'on les communique. Je reviendrai après là-dessus. Et puis la question de l'interprétation subjective, on est toujours, nous, les psychologues cliniciens, assez bien malmenés, et c'est pas une mauvaise chose, mais sur comment vous justifiez vos interprétations, etc. Et voilà, je reviendrai aussi sur cette question-là un petit peu. Donc voilà, donc du coup, je mettais comment poser une question psychologique au cœur d'une complexité éthique. C'est vrai que c'est un travail qui pas simple. Alors là, peut-être plus concrètement pour parler de la méthode. Alors c'est assez propre à mon projet, mais il me semble que vous pouvez peut-être vous retrouver dans vos projets de recherche ou dans des projets que vous avez pu mener. J'ai mis poser une question qui fâche. Alors c'est pas nécessairement une question qui fâche directement, mais une question qui peut soulever des résistances, des positionnements de conviction, etc. Donc voilà, donc moi la question que je me pose, bon là elle n'est pas sous forme de question, mais en tout cas je m'intéresse aux intentions et aux processus psychiques dans les prises de décision à la place d'autrui en soins palliatifs. C'est un peu costaud comme titre, mais en gros je m'intéresse à comment les professionnels vont prendre des décisions pour les patients dont ils s'occupent. Ça rejoint tout à fait ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire comment un accompagnant peut décider pour une personne vulnérable, que ce soit un acte de la vie quotidienne ou une décision plus importante du type limiter ou arrêter des thérapeutiques actives, du type mettre en place une sédation profonde et continue. En tout cas, c'est moi ce qui m'intéresse dans le cadre des soins palliatifs. Et dans ce cadre-là, je vais m'intéresser à l'attitude intentionnelle et comment on peut, quel discours on va porter sur les intentions qu'on va avoir pour autrui dans la décision qu'on va prendre sans pouvoir avoir de dialogue avec cette personne, puisque je m'intéresse aux personnes qui ne peuvent plus en avoir. Ou plus selon les normes qu'on en a. Je ne vais pas rentrer dans le débat à proprement parler de ma thèse, mais voilà, c'est un peu ce qui m'intéresse. Il faut savoir que la psychologie clinique et en général la psychanalyse, elle s'est pas questionnée sur qu'est-ce que c'est qu'une intention, elle a très peu défini, elle a très peu donné de contours à l'intention.
En revanche, la philo, il y a un paquet de choses. Je suis un peu, je suis très novice en la matière. Et donc du coup, en lisant un petit peu plus de philo, je me suis rendu compte que c'est compliqué de questionner, d'aller poser la question de l'intention sans modifier l'intention elle-même. Donc la problématique de comment poser ma question aux professionnels concernés par ces comportements-là, ça a été vraiment un moment important dont on a discuté plusieurs fois. Est-ce qu'il faut que je nomme la problématique avec le terme intention ou est-ce qu'il vaut mieux pas le dire? Moi, j'étais très embarrassée de ne pas nommer ma question complète, comme si j'allais finalement étudier à leur insu des comportements des professionnels. En même temps, la nommer, c'était probablement mettre un biais assez important dans l'étude, donc voilà. Et puis, je mettais aussi une question particulièrement en tension au regard des débats en France sur l'euthanasie, puisque je ne sais pas si vous l'avez saisi, mais finalement, si la France et les recommandations de soins palliatifs s'intéressent particulièrement à la notion d'intention, c'est justement parce qu'ils vont demander aux professionnels d'avoir une intention, je résume en disant bonne, mais là, les philosophes me diraient que c'est pas si simple, mais en tout cas d'avoir une intention qui ne soit pas celle d'abréger la vie du patient. Donc d'avoir une intention de soulager les souffrances, de ne pas s'inscrire dans une obstination déraisonnable, et tout ce qui est finalement défendable du point de vue de la loi française. Histoire qu'on ne soit pas dans le doute de vouloir provoquer une euthanasie. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais en tout cas pour moi c'était assez compliqué de m'imaginer comment on allait faire pour savoir que l'intention elle était que d'un côté et pas sous-tendue par quelques désirs parfois que ça s'arrête parce que la situation est impossible à vivre, parce que ça m'amène à ce que j'ai moi-même vécu ou ce que j'ai pu éprouver dans d'autres situations, et que du coup parfois peut-être on a juste envie que ça s'arrête la vie pour ce patient-là. Ça voudrait aussi dire que nos voisins suisses, belges, etc., eux, ils ont des intentions alors, ça peut être nommé comme ça, mais voilà, en tout cas, en France, nous, on a des intentions qui sont bien bonnes. Bon, j'ai peut-être l'air de prendre parti comme ça, mais je devrais pas en parler comme ça, peut-être. C'est un peu dangereux. Pour poursuivre sur le dispositif, sur la méthode, donc le dispositif concret qu'on a choisi de mettre en place, c'est donc de l'observation et des entretiens semi-directifs dans 3 espaces dits unités de soins palliatifs en France. Le souhait initial, c'était qu'on puisse éviter des répercussions de la recherche sur les professionnels concernés. Donc du coup, c'est des lieux et des terrains de recherche qui sont assez géographiquement espacés. L'expérience de Régis Aubry, c'était qu'il y avait eu des recherches menées parfois centrées sur un département, centrées sur une région, et qui parfois, dans le monde des soins palliatifs, on a tendance à créer des écoles. À Paris, ils font comme ça, à Marseille, machin. Donc voilà, là l'idée c'était que ça puisse pas générer des idées reçues sur un type de professionnel qui serait plutôt à tel ou à tel endroit. Donc de répartir de la même manière. J'ai essayé de prendre des équipes qui soient d'institutions diverses, de ne pas me focaliser que sur des CHU, mais de prendre aussi des plus petites structures. La méthode de recueil, donc c'est en partie de l'observation. J'ai un peu pris le parti des anthropologues qui était de ne pas me positionner dans une observation passive, mais au contraire d'être dans quelque chose de l'ordre. Alors je dis pas vraiment une observation participante, parce que c'est comme ça qu'elle est nommée du point de vue des anthropologues. Moi je suis plutôt dans un partage de vécu. Je participe pas, puisque concrètement je suis pas soignante dans les services où je vais observer. Par contre je suis présente, je suis nommée comme étant une psychologue chercheuse, donc je réponds aux interpellations des patients, des familles, etc. Et ça n'est pas sans poser quelques questions.
il m'est arrivé aussi d'aider un soignant qui me demandait de l'aide physique pour relever un patient ou pour fermer une porte. Enfin voilà, donc voilà, c'est une présence qui est quand même assez présente. Les entretiens, alors j'ai eu quelques formations avec l'espace éthique sur la manière de mener des entretiens. Je suis peut-être pas très bonne élève, mais en tout cas, c'est pas vraiment comme ça que j'ai fait, parce que probablement le terrain m'a amené à faire autrement, c'est-à-dire du coup j'ai mis, c'est quelque chose de l'ordre d'une discussion guidée. Alors peut-être que demain je vais prendre une petite claque, mais sur le programme de la journée de formation. Mais en tout cas, je n'ai pas de guide d'entretien à proprement parler. Je crois que c'était important pour moi qu'il n'y ait pas de prise de notes, de feuilles entre les professionnels qui acceptaient de faire les entretiens et moi. Alors, il y a déjà un dictaphone, ça me paraissait beaucoup. Donc les professionnels sont au courant, je l'arrête s'ils souhaitent que je l'arrête, je ne le mets pas s'ils ne le souhaitent pas, voilà. Mais du coup c'est vrai que cet enregistrement, il me permet d'être dans quelque chose de l'ordre d'un échange assez convivial. Vu que j'ai passé du temps avec eux, en général ça se fait de manière assez fluide. Et du coup, il y a probablement des erreurs méthodologiques parce que il y a des questions que je pose à certains entretiens et pas d'autres, enfin voilà. Mais on est en psychoclinique, alors c'est pas très grave. Voilà, et globalement, j'avais pensé ma recherche comme une recherche-action. Je crois que quelqu'un en a parlé ce matin, je sais plus qui. Bref. Finalement, c'est pas vraiment une recherche-action puisqu'il n'y a pas eu de demande institutionnelle de la part des services dans lesquels j'interviens. Mais ce qui me plaisait beaucoup dans ce concept de recherche-action, c'était vraiment la collaboration des professionnels, enfin des acteurs concernés par les problématiques de la recherche. Et du coup, j'ai vraiment souhaité préparer le plus possible. Alors moi je suis toute seule, j'ai pas d'équipe de recherche, donc j'ai pas pu en faire autant que si on avait été 12, mais voilà, j'ai quand même eu des réunions préparatoires avec les équipes que j'allais rencontrer. J'ai pris des temps de bilan à la fin pour échanger avec elles sur leurs ressentis, sur comment ça s'était passé, si elles avaient peut-être des remarques pour que je puisse améliorer mon travail de recherche sur les prochains lieux. Et puis, j'en parlerai aussi après, je projette d'aller faire une restitution des résultats dans un temps ultérieur. Voilà, vraiment la recherche-action, elle s'intéresse en fait, à ne pas faire de la recherche sans les sujets concernés et à les mobiliser. On en parlait un petit peu ce matin aussi sur les recherches qui concernent des personnes en situation de handicap, etc. Donc voilà, c'est un modèle qui vient plutôt des sciences sociales d'ailleurs. Non, je vais toujours dans le mauvais sens. Et pour finir sur le terrain... Non, je suis revenue. Pardon. Non, c'est quoi? Ah non, j'ai fini avec la méthode. Voilà. Et voilà, je voulais faire une petite partie sur le terrain, parce que c'est vrai que ça a aussi soulevé pour moi des questions auxquelles je ne m'étais pas tellement préparée. Voilà, donc je vous ai déjà un petit peu parlé de ça, de l'observation participante, ce qui pose des questions parce que effectivement je suis à la fois dans une place de chercheur et à la fois dans une place où, étant psychologue, je suis sollicitée sur des terrains qui sont ceux de mon rôle de psychologue. Et du coup, ça m'a amené à des expériences qui n'étaient pas toujours faciles sur lesquelles il n'était pas toujours simple pour moi de réagir, où je me suis rendu compte que la fonction de psychologue, qui est celle qui quand même est mon métier, et en fait identitairement c'est probablement ce qui va ressortir le plus vite par rapport à la place de chercheuse, m'a amené à être parfois dans des je sais pas si on peut parler de dilemme éthique, mais en tout cas des sacrés cas de conscience, d'être témoin de situations je sais pas si on peut parler de maltraitance, mais en tout cas d'une certaine... je trouve pas le mot. Oui, enfin voilà, en tout cas de certains oublis, on va en parler très neutrement, de certains oublis de la part de certains professionnels, et voilà, de me retrouver en fait à aller répondre à un patient qui sonne depuis 12 fois et à qui on ne répond pas, et d'aller recueillir la demande et rapporter la requête en essayant de pas induire plus que ça le champ dans lequel j'intervenais, mais
voilà, c'était pas simple aussi vis-à-vis de mes collègues psychologues, enfin des collègues en poste dans les institutions, puisque du coup c'est vrai que voilà, j'avais quand même cette étiquette-là de psychologue, et donc parfois je pense qu'il a été question de place et de comment je devais être prudente sur les interventions que je pouvais avoir, puisque du coup je me suis autorisée à en avoir à certains moments donnés, dans la mesure où les familles avaient parfois fait appel à moi dans un couloir ou pour me poser une question, etc. C'est vrai que j'ai eu tendance à rapporter certains éléments et peut-être parfois être un petit peu face à une limite qui n'était pas simple à... Ça se trouve, j'ai anticipé. Voilà, c'était ça. Donc c'était ça, c'est-à-dire être en veille par rapport à qu'est-ce que c'est que d'être psychologue et d'être témoin de certaines scènes, et en même temps rester prudente sur le rôle et la fonction de chacun. Je ne sais pas si c'est vraiment des questionnements éthiques, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a préoccupé un petit peu mon travail de recherche très concrètement. Et je pense qu'il sera à un moment donné un point de ma thèse à travailler. Et en dernier point, je voulais revenir sur l'analyse du matériel manifeste et latent. Alors je ne sais pas si c'est des mots qui parlent à tout le monde, manifeste et latent. J'ai essayé de ne pas mettre trop de termes psy, mais globalement quand on parle de contenu manifeste, ce qui est de l'ordre du manifeste, c'est ce qui est de l'ordre du conscient. Ce qui va se voir manifestement, c'est pour ça qu'on dit manifeste, ce qui est audible, ce qui est entendable, ce qui est compréhensible. Le matériel latent, c'est ce pourquoi nous, les psychologues, on va devoir faire un travail d'analyse. Alors, quand on a un peu l'habitude, on entend très rapidement certaines choses qui sont des réponses type des défenses, etc. Sinon, parfois, on les entend pas, et quand on relit les entretiens, on découvre qu'en fait, là, il y avait une pépite qu'on n'est pas allé chercher, mais voilà, ça arrive. Et donc, ce matériel, l'analyse psychologique de ce matériel-là, pour moi, elle complexifie l'analyse qualitative des entretiens en recherche qualitative de manière générale. Alors c'est une question que j'avais posée il y a quelques années à Serge Dano, c'est-à-dire est-ce qu'ils avaient développé au Québec, qui sont bien en avance, des grilles pour nous aider un petit peu à avoir des repères sur ces analyses qualitatives d'entretien, puisque l'idée c'est une fois qu'on a recueilli et retranscrit tout notre matériel, c'est de pouvoir en faire une analyse sur qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui ne se dit pas, comment ces sujets-là sont abordés ou pas, quelles sont les craintes principales. Enfin, je ne peux pas vous en parler très précisément parce que je ne l'ai pas fait personnellement, mais j'ai assisté à quelques ateliers de travail à ce sujet-là. Et donc pour revenir sur la question que j'avais posée à Serge Dano, il était un peu embarrassé par ma question, c'est dommage qu'il soit plus là, mais en tout cas je pense qu'à l'époque c'était pas quelque chose qu'ils avaient travaillé, probablement parce que ça va demander un certain labeur, je pense, pour trouver des équipes de psychologues assez armées pour pouvoir constituer quelque chose de l'ordre d'une aide à l'analyse qualitative de ce genre de matériel. Je vais un peu vite, du coup, du coup, je mettais peut-être l'importance de travailler et de traiter ce matériel-là avec une communauté de chercheurs en psychologie. C'est pas toujours le cas, c'est assez rarement le cas. La psychologie clinique est une science qui se développe d'abord sur la subjectivité du praticien, et du coup c'est vrai que les psychologues ont parfois un petit peu de difficulté à mettre en commun leurs recherches, et puis ça prend énormément de temps aussi accessoirement, donc je leur jette pas la pierre, mais du coup c'est un exercice qui est assez fastidieux à faire, mais j'ai l'espoir de pouvoir réussir à créer un groupe pour que je sois un peu soutenue sur ma recherche, et puis pour que ça puisse être aussi un petit peu plus défendable auprès d'un public qui n'est pas de notre discipline et qui ne comprendrait pas qu'on puisse analyser seul ce genre de résultats. Et puis je trouvais que c'était important de mettre aussi que pour le coup c'est une science qui est très subjective, mais dans laquelle l'analyse du
du chercheur psychologue est toujours fortement mise en avant. Enfin, en tout cas, on ne peut pas faire l'économie de ce travail-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a pu se jouer pour nous. On est toujours sur les contenus manifestes et latents. Qu'est-ce qu'il a pu se jouer, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui s'est joué pour nous, quel est le souvenir dont on a de cette situation, et qu'est-ce qu'il a pu se jouer pour nous intrinsèquement, inconsciemment. Peut-être qu'il y a eu donc ces enjeux de place dont je parlais qui ont influencé la manière dont les entretiens ont pu être nommés avec telle ou telle personne. Et donc voilà, c'est vraiment une part de notre travail en psychologie clinique qui est pas négligeable. Ça garantit pas tout, mais en tout cas, on ne passe pas à l'économie du chercheur non plus. Et enfin, la question des restitutions. Donc je parlais tout à l'heure de faire une restitution aux personnes qui ont nourri et qui ont participé à cette recherche. Ça me paraît assez fondamental. En tout cas, moi, c'est réellement un besoin qui, à un moment donné, est venu s'affirmer quand je préparais ma thèse. Et puis, donc c'est quelque chose que j'ai... Alors c'est pas vraiment... J'ai déjà rencontré une première équipe, et du coup à la fin de ce terrain de recherche, j'ai fait un premier temps qui n'était pas vraiment un temps de restitution, puisque j'avais pas de résultats à leur présenter. Par contre, c'était un temps d'échange, comme je vous disais tout à l'heure, sur comment la recherche avait pu être vécue pour eux, quels avaient été peut-être les inconforts qu'ils avaient ressentis liés à ma présence, etc. Et aussi, ça a été pour moi l'occasion d'introduire, donc je vous parlais au tout début de la complexité de comment j'allais m'adresser à eux vis-à-vis de ma question de recherche. Ça a été pour moi à ce moment-là le moment d'introduire la question de l'intention. Donc vous allez dire c'est un peu filou, mais en tout cas comment dire, je me suis servie d'une situation qu'on avait vécue dans le service et d'apports que certaines personnes, certains professionnels avaient apportés au moment d'échanges et de procédures collégiales pour leur soumettre cette réflexion-là, finalement comme une sorte d'hypothèse dans mon travail, mais c'est pas très grave parce qu'en fait il s'agit surtout d'une hypothèse puisque j'ai pas beaucoup d'affirmations à apporter sur l'intention. Et du coup voilà, ça m'a permis moi de faire une sorte de préalable de discussion sur ces notions-là que j'avais pas pu nommer au tout début de ma recherche. Donc il me semblait que c'était un levier intéressant. Et je vais finir. Oui, c'est la fin. Je vais finir sur communiquer sur une recherche en éthique. J'en suis pas du tout là, même si là j'en parle un peu, mais j'en suis pas là en termes de résultats. Par contre, c'est déjà une sorte de préoccupation qui m'accompagne, pas au quotidien, hein, mais en tout cas qui m'accompagne régulièrement, notamment quand je suis en contact avec les professionnels de terrain, parce que en soi, j'avais vraiment à cœur quand j'ai monté ce projet de thèse que ça puisse servir concrètement aux professionnels concernés par ma recherche. Et donc, en fait, il fallait que mon travail puisse être lu, que je puisse faire... alors, c'est difficile de faire une thèse dans un domaine spécialisé qui puisse être lu par tout le monde, mais j'avais espoir de pouvoir en faire quelque chose de pas trop perché. Ou en tout cas de pouvoir ensuite vulgariser mes travaux et de pouvoir être accessible à tous. Et en même temps, je me suis trouvée dans cette espèce de dilemme d'être, comment dire, par rapport aux questions que j'abordais au début de l'analyse du discours latent, de pouvoir être pas trop malveillant avec les professionnels qui avaient donné de leur temps et de leur personne pour ma recherche. Donc voilà, je suis pas passée par l'analyse encore, mais c'est quelque chose qui me fait un peu peur parce que j'ai un peu peur de ce que je vais avoir à nommer, qu'ils n'ont pas nommé eux-mêmes, et qui va être à un moment donné rédigé dans ma thèse. Et voilà, donc ce dilemme-là, c'est être à la fois pouvoir être lu par ceux qui sont concernés et en même temps faire une recherche qui soit fidèle à la discipline dans laquelle je m'inscris et fidèle aux résultats que j'aurais trouvés, parce que le but c'est aussi de faire avancer la science. Et voilà, et donc j'ai déjà eu cette expérience-là avec un mémoire que j'ai écrit que je n'ai jamais réussi à diffuser parce que j'ai eu trop d'appréhension vis-à-vis des effets qu'il produirait sur les personnes que j'avais interrogées.
Et à l'époque, j'avais échangé avec un ami qui est docteur en philosophie et qui m'avait sorti, je vous ai pas remis toute la citation, mais il m'avait donné une grande citation de Nietzsche qui disait qu'il fallait écrire avec son sang et que c'était ce qui valait, et puis parfois qu'il y avait des douleurs qui étaient nécessaires. Et voilà, donc la citation disait aussi entre autres, celui qui connaît le lecteur ne fait plus rien pour lui, d'une certaine manière. Peut-être quand on a trop rencontré celui qui va nous lire, ensuite il devient compliqué de rédiger quelque chose d'authentique, puisqu'on va avoir quelque chose de l'ordre d'une bonne intention pour lui, mais qui ne sera pas forcément très perspicace en termes on parlait d'aide à la réflexion éthique, voilà. Et donc bon, c'est une vraie question que je me pose assez fréquemment. Quelles sont les douleurs nécessaires au progrès scientifique? Par où doit-on en passer? La psychologie a fait des sacrées choses pas très honorables dans ce domaine-là, qui ont pourtant fait progresser la science. C'est comme ça qu'est née l'éthique biomédicale. Et voilà, donc là on est sur des douleurs qui sont probablement pas comparables avec ce qui s'est fait auparavant, mais voilà, je trouve que c'est une vraie tension qu'on vit parfois au moment de communiquer et qu'il faut... j'ai pas de réponse. Voilà, et je suis désolée, je n'ai pas de conclusion. Donc je ne peux que vous remercier pour votre attention. Et je sais pas s'il y a des questions, sinon je laisse la place. Une grosse question pour le temps. Ah, vous avez l'air. Vous avez été pris pour un flic dans votre vie? Comment? Est-ce que vous avez été pris pour un flic? Ah, je ne pense pas. Alors là, c'est curieux ce que vous me posez comme question. Pourquoi vous me dites ça? Est-ce que le personnel soignant n'a pas eu l'impression qu'on leur connaît une psychologue pour les surveiller? Ah, donc pas pour un vrai flic, vous voulez dire? Oui, comme un inspecteur ou comme... Non. Non, je pense que ça a vraiment... Ce qui a vraiment joué dans la manière dont... Alors, pour l'instant, j'ai fait qu'un terrain, je commence le deuxième. Ce qui a joué dans ce... Je vous dis non parce que, justement, j'ai été dans quelque chose de l'ordre d'une observation assez impliquée. J'étais loin d'être en retrait ou silencieuse, alors je l'étais par mégarde par rapport à ceux qui travaillaient, mais j'ai été très disponible pour échanger, et peut-être les choses se sont jouées en fait dans les interstices, au moment de pause, au moment des repas, au moment des temps qui n'étaient pas institutionnels, mais où finalement les liens ont pu se créer, et du coup je pense que il n'y a pas eu ce genre de... En tout cas pour cette première équipe, il n'y a pas eu ce genre de retours qui m'ont été faits. Je ne sais pas si... Justement, vous avez mis, c'est un peu dans le même sens, j'ai lu là, il faut se mouiller pour être accepté, vous avez écrit. Donc, vous voulez dire quoi, enfin, dans le même c'est le positionnement, enfin, je pense que ça va un petit peu dans le même sens, la réflexion qu'il a pu avoir. Alors, peut-être je mets ça par rapport à toutes les fois où finalement la limite entre la place de chercheuse et la place de sujet humain, elle va être un petit peu franchie. Enfin, toutes les fois où j'accepte d'aider une soignante à relever un patient, toutes les fois où une proche de malade m'interpelle sur des questions qui sont des questions très importantes de la prise en charge de son mari, et qu'elle refuse d'aller poser au médecin référent, et qu'elle les adresse à moi, probablement parce que justement je ne suis pas personnel du service et que voilà, j'ai cette place un petit peu intermédiaire. Et donc finalement, c'était aussi ça, se mouiller. C'était accepter d'être utilisé par ce qui allait se jouer dans le service. C'est plus compliqué pour moi parce qu'il faut démêler ce qui est de l'ordre de ce que j'ai mis personnellement dans ma recherche. Et en même temps, ça m'a aussi permis probablement d'avoir une plus grande confiance de la part des professionnels. Et je pense du coup... plus d'authenticité dans le matériel que j'ai recueilli, en tout cas dans les entretiens. J'en suis à peu près convaincue.
Oui. Oui, pour travailler beaucoup avec des psychologues et des psychanalystes, il y a deux parties, deux principes qui semblent très forts dans cette discipline. C'est le principe de, je mets entre guillemets, ne pas intervenir dans le réel, c'est-à-dire les psychologues, les psychanalystes en particulier, mettent un point d'honneur à mettre en place des dispositifs qui sont hors, justement pas du tout participants. Ouais. Donc vous prenez un risque, enfin voilà, un risque important. Ouais, on prend plein de risques en recherche. Et qu'est-ce qui fait que vous avez voulu prendre ce risque-là vis-à-vis de cette discipline? Et puis ma deuxième question va dans le même sens, c'est que, qui fait l'analyse? Est-ce que c'est l'analysé qui fait l'analyse ou est-ce que c'est l'analyste qui fait l'analyse? Voilà. Vous percevez ma question? Oui, je vous demanderai peut-être de repréciser après, mais en tout cas pour répondre à la première question, alors moi je ne suis pas psychanalyste. Ma formation, elle m'a un petit peu formée à ce que c'était que la psychanalyse, mais c'est pas ma spécialité. Et qui plus est, j'opère pas dans un modèle qui est celui de la cure psychanalytique, effectivement, où j'entends bien que c'est effectivement un traitement de la parole du sujet qui est qui n'est que parole du sujet, effectivement. Je crois aussi, et alors ça pourrait être un débat qu'on pourrait avoir avec les psychanalystes, mais en tout cas aujourd'hui la psychanalyse, elle est très consciente, enfin en tout cas elle est bien plus consciente qu'avant, qu'elle se doit d'écouter le psychisme là où il est. C'est-à-dire évidemment pas que dans le cabinet du psychanalyste. Et du coup, à un moment donné, oui, enfin, je reviens là-dessus, il faut se mouiller, il faut y aller, alors quitte à devoir revenir sur des biais méthodologiques, à devoir, on tâtonne, hein, mais voilà, c'est... Oui, oui. Et c'est d'ailleurs pour ça, je crois que c'était votre deuxième question, c'est pour ça que je disais, l'analyse du matériel, il est intéressant qu'il puisse être repris, en tout cas pas intégralement parce que c'est un travail colossal, mais en tout cas repris ponctuellement par une communauté de psychologues scientifiques. Donc du coup ça permet aussi d'avoir un dialogue, un retour, de pouvoir revenir sur ce qui serait de l'ordre de la subjectivité du chercheur et ce qui est de l'ordre du phénomène observable par plusieurs. Ouais. Merci.